organisé, je crois que les gens peuvent avoir de l'emploi. Donc il y a la pauvreté. Et la pauvreté, c'est une des causes de la corruption. Mais on risquerait d'être dans un cercle vicieux. Parce que la corruption renforce ou engendre la pauvreté. Et la pauvreté est l'une des causes de la corruption. Mais il faut que dans tout ça, je l'ai dit de manière pas très claire, que le problème, c'est l'effondrement des systèmes sociaux. Donc les systèmes sociaux qui doivent fonctionner normalement, dès qu'ils s'effondrent, ça ouvre la porte à la corruption. Et pour y remédier, je crois qu'il faut que nous puissions mettre en place des mécanismes pour respecter les règles d'un état de droit, que la politique salariale réponde effectivement aux besoins de la population. Mais s'agissant de l'incertitude de certaines personnes, là, je ne suis pas d'accord avec vous, collègues. On ne peut pas le matin être riche, être pauvre, et parce qu'on entre dans le rouage politique, le soir, on sort riche. Ça existe chez nous. Donc, quelqu'un qui entre... Oui, je vais aller plus loin. Vous savez ce qui se passe chez nous. Lorsqu'il y a nomination des membres du gouvernement, des mandataires, tout le clan, toute la famille fait tourne à biche. Ce n'est pas normal, ça. Ça ne peut pas être normal dans un pays normal. Donc ça signifie que la mentalité de la famille, du clan est tournée. C'est ce que ça veut dire. Quand quelqu'un est nommé, la famille fait, vous dites tourne à biche, ça signifie, monsieur, allez là-bas, détournez le fonds et faites ce que vous voulez. Ça, ce n'est pas être normal. Quelqu'un qui entre en fonction ne peut pas dire il y a l'incertitude. Il l'a dit en matière de signaux d'alarme ou de signaux d'alerte pour détecter les actes fautifs et le revenu de l'intéressé. On sait le revenu de tels fonctionnaires, de tels politiciens, mais lorsque vous voyez le train de vie en 2-3 mois d'un tel fonctionnaire, comparé à son revenu, ça devient criant. Et dans les pays normaux, ce sont des signaux pour qu'on interroge, qu'on interpelle ce monsieur-là. Donc, c'est un mandat. C'est un mandat. Vous faites votre mandat, vous vous contentez de votre revenu. Mais si vous vous dites, je suis incertain du lendemain, ça pose problème. Autre chose, l'incertitude peut-être par rapport à la situation sécuritaire. Peut-être ça. Sécurité sociale. Oui, la sécurité sociale. Si vous permettez, honorable, oui. Je voulais expliquer les choses. Il est anormal qu'aujourd'hui, vous êtes PDG, vous êtes député, oui. Et que demain, eh ben, vous êtes incapable de payer même votre loyer. Merci beaucoup. Sécurité sociale. Merci, je dans vais le répondre. pays organisé, eh ben, il n'y a pas de personne qui se trouve dans une situation où elle n'a rien du tout. Collègue, où on a les allocations de chômage, où on a la retraite, où on a les allocations des capacités physiques, où on a quelque chose. Merci, collègue, je vous rencontre. Je viens de vous trouver des solutions. Et puis, il y a eu une autre question. On m'a dit que je n'ai développé que des théories. Je crois qu'il y a la séparation de pouvoir. Vous êtes au pouvoir législatif, moi je suis au pouvoir exécutif. Je suis soumis à certains devoirs de réserve. Je suis soumis à un devoir de réserve. Je ne peux pas parler comme les cocos. Il y a un autre stade. Moi, je suis fonctionnaire. Et je suis fonctionnaire. Le jour où vous demanderez à ce que vous veniez voir ce que fait l'inspection, j'ai mes rapports annuels qui sont adressés au président. Ils sont dénoncés, les détournements. Donc, j'ai des éléments. Avant moi, à un moment donné, on m'avait aussi appelé à l'Assemblée nationale. J'ai dit avant moi, au moment où j'étais chef de service adjoint, il n'y avait jamais eu de rapport. Aujourd'hui, chaque année, je produis mon
dénoncer. Il y a même des experts du Fonds monétaire de la Banque mondiale qui viennent voir et qui disent que les choses sont correctement faites. Et on m'a dit aussi, l'objectif principal, c'est rançonner. Bon, je crois que j'ai répondu en répondant à la première question. Et dans le système américain, on accorde une prime. Cette prime existe dans le cadre de la contre-vérification. Et ça, c'est un système, en toute modestie, je vous dirais que nous sommes parmi ceux qui ont monté ce système. Il y avait un ancien, un honorable qui est de l'avant-dernière législature, Ngoma Gizao, avec lequel nous avons monté ce système pour avoir ce qu'on appelle aujourd'hui la prime contentieuse. Donc, quand vous êtes aviseur, vous venez dénoncer, et on travaille souvent avec l'AECO. Quand vous venez dénoncer, on mène des enquêtes, on trouve qu'effectivement les faits que vous dites sont vrais. Il y a le principal qui est payé, qui revient à l'État, mais sur les pénalités, il y a 50% qui vont au trésor et 50% qui sont répartis entre les inspecteurs et ceux qui ont dénoncé. Donc la prime existe. Et ça, c'est une histoire que nous avons montée. Lorsque j'ai raconté tantôt que j'ai fait un stage en France, après ce stage-là, nous avons lutté pendant des années pour monter le système de contre-vérification où les aviseurs peuvent nous amener des informations et lorsque nous les vérifions, que l'État récupère l'argent sur les pénalités, on donne quelque chose à ceux qui ont dénoncé et je vous assure qu'il y a des moments où, et c'est ça l'émulation pour un inspecteur qui travaille bien. On est arrivé jusqu'à donner des primes allant jusqu'à 60 000 $. Pour un fonctionnaire, c'est beaucoup d'argent. Par personne. Donc ça, c'est un système que nous avons monté et qui existe. Il y a un problème. Excusez-moi. Il y a une pratique au niveau des finances. On vous somme un contentieux, vous payez des pénalités. Il faut le dire aussi, monsieur le secrétaire général. Vous payez des pénalités, mais lorsque, à la contre-vérification, on constate qu'il n'y avait pas de fraude ou le contentieux n'avait pas lieu d'être, qu'est-ce qui se passe? Le 100% du contentieux, le trésor a reçu 50 et l'autre partie par les inspecteurs. Mais malheureusement, puisque l'entreprise contrôlée doit faire récupérer la mise, ça fait que à la prochaine, au prochain paiement d'impôts ou taxes et consorts, ben, il s'est défalqué d'office. C'est-à-dire que l'État congolais perd au passage. Je ne sais pas si vous avez compris, mais il est mieux placé pour en parler. C'est-à-dire qu'ils somment les entreprises qui sont censées avoir beaucoup d'argent sur des pénalités pour lesquelles ils touchent 50%. Mais après contre-vérification, ce n'est pas le cas. On est obligé de récupérer, enfin, l'entreprise est obligée de récupérer ses sommes. C'est ça. Nous récupérons, mais lorsque l'entreprise récupère, alors que les inspecteurs ont déjà touché, il y a un manque à gagner pour les gens. La contre-vérification ne vient jamais avant qu'on termine le deuxième degré. Le système, au niveau de l'inspection, est contradictoire. Le système est contradictoire. Et l'avantage, c'est que on ne paye jamais la prime tant que vous n'avez pas épuisé le contentieux. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec la décision de l'inspection, nous discutons avec vous. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez en contentieux. La prime n'est pas payée. C'est lorsque, en contentieux, vous n'avez pas gain de cause que vous payez la prime. Donc il n'y a pas de possibilité d'avoir de l'argent quelque part où on vous dira qu'on ne sait plus vous rembourser. Je suis là, j'applique ce système, il n'y a jamais eu de problème. Parce que le système est contradictoire. Lorsque vous ne vous êtes pas mis d'accord avec l'équipe qui est en place, vous remontez au niveau de la direction. Je crois qu'une des choses qu'on a faites, c'est d'avoir formé les gens. D'avoir formé les gens. Donc quand un dossier est vraiment clôturé au niveau de l'inspection, c'est assez difficile de revenir.
administratif et préparatif. Les parlementaires, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce haut cadre de la salle de réunion de l'ECOFIN pour les travaux de renforcement des capacités des réseaux des parlementaires africains contre la corruption, APNAC RDC en sigle. Mesdames et messieurs, la lutte contre la corruption est un secteur qu'il faut avoir des atouts pour le mener à bon port. Mais je pense que c'est la raison d'être pour que nous soyons aussi aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vous demanderai, mon président, de pouvoir nous mettre debout. Du représentant pays de notre partenaire OCISA. Et nous allons voir après lui le mot de circonstance du président de la PNAC RDC. Et après, nous allons avoir le mot du président de la séance, le rapporteur général de l'Assemblée nationale, pour l'ouverture solennelle de nos assises d'aujourd'hui. Un débat. Et donc, vous allez poser vos questions. Après le repas, mesdames et messieurs, nous sommes qu'en 16h juste, nous allons mettre point à la journée. Les représentants de pays, malheureusement, les représentants pays en déplacement. Et comme c'est moi qui pilote ce programme et qui suis en interaction permanente avec APNAC, c'est à ce titre que je suis là. Honorable rapporteur de l'Assemblée nationale, honorables députés, chers collègues de la société civile, chers invités, bonjour. C'est pour nous une très grande joie de nous retrouver ici encore, une fois de plus. Et une grande joie d'autant plus que nous voyons réaliser notre rêve depuis 3 ans maintenant. En effet, c'est depuis 2011 ou 2012 pratiquement que nous sommes derrière la mise sur pied et le fonctionnement des African Parliamentary Network Against Corruption, APNAC en sigle. Et c'est bien de voir ces débuts d'implication effective des parlementaires dans la lutte contre la corruption. Comme vous savez, ces moments tombent à pic, d'autant plus que le président de la République vient de nommer un conseiller en matière de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux. Et vous, en tant que parlementaires, et nous, en tant que société civile, il nous appartient de saisir cette opportunité pour pouvoir concrétiser réellement nos rêves que nous avons toujours bâtis dans ce secteur-là. Je tiens par l'occasion à féliciter le petit comité mis sur pied pour piloter APNAC RDC, qui est vraiment acharné à atteindre son objectif avec un plan d'action bien bâti et avec une vision et une détermination bien prouvée. Notre désir en tant que Open Society Initiative for Southern Africa est de voir les Congolais les plus vulnérables, les Congolais les moins nantis avoir les minimums nécessaires pour vivre décemment. Et cela ne peut être possible si il y a la donne corruption qui gangrène encore notre système de gouvernance. C'est pourquoi, en tant que Open Society Initiative for Southern Africa, nous tenons à accompagner cette initiative des parlementaires africains engagés dans la lutte contre la corruption pour, d'une part, avoir un créneau par lequel la société civile va adresser ces questions et, d'autre part, renforcer la donne, contrôle, redevabilité. Je tiens à féliciter aussi le bureau de l'Assemblée nationale qui a bien voulu nous accorder cette opportunité pour que APNAC RDC puisse fonctionner. Nous saluons l'implication du président de l'Assemblée nationale. Nous saluons aussi la présence du rapporteur de l'Assemblée nationale qui, à toutes nos manifestations, n'hésite pas à répondre présent. C'est tire grandiosement
APNAC RDC, mais je sais qu'à travers cette activité, d'autres vont venir avec des réseaux beaucoup plus larges, avec un cadre qui touche aussi à l'exécutif, qu'on aimerait aussi voir en ces lieux, parce que ce n'est pas une formation classique, c'est au fait un échange de pratiques, un échange d'expériences dans des secteurs en matière de lutte contre la corruption. Sans être... Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette somptueuse salle de l'ECOFIN et vous disons merci d'avoir accepté de répondre à l'invitation du réseau des parlementaires africains contre la corruption. Vous vous souviendrez, honorable, le 10 janvier 2015, nous avons savouré la sortie officielle du réseau des parlementaires africains contre la corruption dans la salle de banquet du Palais du Peuple sous les auspices des honorables présidents Aubin Minaku et Léon Kengo Adondo, respectivement président de l'Assemblée nationale et président du Sénat. 3 mois après, jour pour jour, nous revoici aujourd'hui dans la salle de l'ECOFIN de l'Assemblée nationale pour un séminaire de renforcement des capacités de parlementaires pour la prévention et la lutte contre la corruption. Quoi de neuf après multiples formations déjà reçues? Y a-t-il quelque chose qui va s'ajouter? La réponse est affirmative. Oui, il y a un élément nouveau. Il s'agit en fait pour ce séminaire de l'acquisition des outils, de techniques de gestion, des échanges, des expériences et des expertises pour affronter un fléau géant, aux racines souvent inextricables, naturellement voisin des réseaux mafieux qui rongent toute la société congolaise et auquel il faut absolument trouver une thérapie. Il faut la connaître. Elle, c'est la corruption. Avant de la combattre, il faut la connaître. C'est l'objectif même de ce présent séminaire. À mon sens, ce séminaire vient répondre aux défis auxquels doivent faire face les parlementaires que vous êtes, que nous sommes, dans le renforcement du système de responsabilisation, de transparence et à l'augmentation de l'implication du public au processus de la gouvernance participative. Ces défis supposent le ciblage des axes principaux de la lutte contre la corruption. Il faut donc la compréhension de la corruption et même l'essence de notre lutte. Il faut également la circonscription du phénomène corruption avant de trouver ou de faire le choix des méthodes appropriées pour l'éradiquer. Il nous faut également un choix de partenaires nationaux ou internationaux, publics ou privés, pouvant donc contribuer efficacement à attaquer ces mal insidieux, cette endémie qui détruit la collectivité. Honorable Président, ici représenté, distingués invités, nous avons choisi pour ce séminaire des hommes du terrain qui doivent l'animer. Ce choix est motivé par la curiosité intellectuelle des législateurs que nous sommes, mais aussi par le mode opératoire qui s'impose à nous
pour faire face à un réseau complexe et qui se présente sous des formes diversifiées. C'est pourquoi donc, nous vous invitons, honorables parlementaires, à une participation effective. En même temps, nous exhortons les intervenants à se mettre totalement à la disposition des parlementaires pour un partage fructueux du savoir, mais surtout dans le domaine de la corruption. Honorable Président, honorables parlementaires, voilà la quintessence de notre présence dans cette salle. C'est un partage des expériences, j'ai dit, et je vous remercie. Merci, Président de l'Assemblée nationale, honorable rapporteur. Honorables députés, membres de l'APNAC et chers collègues, Madame la représentante de l'OCISA, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Voilà une année, jour pour jour, le Président, j'ai pris la parole devant vous au nom du Président de l'Assemblée nationale pour lancer l'atelier régional sur la lutte contre la corruption en faveur des députés nationaux, membres de l'APNAC RDC et de l'EI. Ce 10 avril 2015, il a plu encore au Président de l'Assemblée nationale de me déléguer pour représenter le bureau de l'Assemblée nationale à ces séminaires de formation et de renforcement des capacités pour lequel il porte avec l'ensemble du bureau un grand intérêt. Il vous appartient de faire le point par rapport aux objectifs que vous vous êtes assignés l'année dernière. Néanmoins, l'APNAC est aujourd'hui à l'école de formation pour acquérir les outils nécessaires pour affronter le défi majeur qui jalonne son parcours. La corruption est un fléau, mais ne constitue pas une spécificité des sociétés africaines contemporaines. Certes, le pouvoir corrupteur de l'argent étend ses ravages en Afrique et ne s'explique pas exclusivement par la mutation brutale de certaines structures sociales. Par définition, selon Pierre Larousse, la corruption est le crime du fonctionnaire public qui trafique de son autorité ou de ceux qui cherchent à le corrompre. Voilà aux censeurs et critiques acerbes des dirigeants du tiers-monde que sans corrupteurs, pas de corrompus. Et encore, un autre élément de réflexion. Nos lois portent de peine contre ceux qui les ont corrompus par présent, commission, pot de vin ou autrement. Mais rares sont ceux qui se laissent prendre la main dans les sacs. Plus rares encore, ceux qui se plaignent des tentatives de corruption faites sur eux, pas plus les uns que les autres n'aiment à dire qu'on a attenté à leur vertu. Elle n'a épargné, n'épargnera aucune profession, aucun groupe social, fût-ce ce qui, par nature, devrait rester au-dessus de tout soupçon. Honorables députés, ces quelques brèves digressions sont indispensables dans la mesure où ceux qui ont à connaître des problèmes du tiers-monde africain sont encore trop fréquemment
enclins à penser que la corruption fait non seulement intrinsèquement partie de la vie des sociétés africaines, mais encore qu'elle en constitue une des spécificités. Certes, les élites bureaucratiques qui sont à l'origine du combat nationaliste et qui, de ce fait, furent les principaux artisans de la conquête de l'indépendance des États africains, ont une fâcheuse tendance à s'ériger en bourgeois.